Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Vu que c'est mon truc chéri, je vais tout marketer. Les slogans et les pubs, ça plane dans ma tête. Toi je peux pas rester sobre, faut que je fasse du bruit, ouais. Qui veut du marketing? J'en ai plein à donner. Prêt à tout pour briller, rien que pour marketer. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Futur Proche. Ravi de vous retrouver comme d'habitude. On va encore faire une belle émission, un bel épisode avec un magnifique sujet. Je suis accompagné par 3 super invités. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez par cœur, que on connaît tous, mais qu'on traite pas assez, en tout cas à mon goût et chez Futur Proche, on l'a pas beaucoup fait jusque-là. Donc on va en parler aujourd'hui. C'est évidemment la place de la marque et je voulais prendre l'angle de la marque en le prenant à travers un secteur ou en tout cas un segment de marché dans lequel la marque est importante et voir comment on pourrait en fait dupliquer ça ailleurs, qui est en fait le retail ou l'e-commerce, peu importe, pour lesquels en fait la marque est pas juste un nice to have, c'est presque une question de vie ou de mort hein, souvent, c'est-à-dire que sinon on se bat que sur les prix, puis souvent quand on se bat que sur les prix, on finit par mourir. C'est ce qu'ont compris aussi certaines des NVB et on en parlera. Et en fait, le retail a un peu vécu ces dernières années en accéléré. Ce qui attend un peu les secteurs, c'est que c'est le risque de la commoditisation finalement. Quand tout le monde vend le même produit au même prix, sur les mêmes canaux, le dernier rempart finalement c'est quoi? Souvent c'est bien la marque. Et plein de sociétés aujourd'hui l'ont compris. Donc vraiment la question de fond du sujet, c'est ce retail qui est en première ligne aujourd'hui sur cette commoditisation. Qu'est-ce qu'on peut en apprendre quand on bosse et quand on travaille dans d'autres secteurs? Comment on peut appliquer ça dans la tech, dans l'industrie, dans les services et dans un peu tous les secteurs qui vont nous occuper aujourd'hui? Et puis, comment on peut placer ça au centre de son activité? Et ce sujet-là, je vais l'aborder avec 3 invités pour lesquels j'ai grand plaisir à accueillir aujourd'hui. On accueille d'abord Florian Deveau, ex-CMO Bonne Gueule, fondateur de Facette, auteur de Brandology. Salut Florian. Salut, enchanté, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci d'être là. On accueille aussi Nicolas Urbain, directeur marketing France Back Market, passé par Red Bull, passé par La Tournée et d'autres trucs. Salut Nico. Salut Dom. Et déjà passé dans le podcast, le premier d'ailleurs de mémoire. Oui, c'est vrai, exactement. Il avait inauguré le format. Et puis, grand plaisir d'accueillir Sophie Malka avec nous, ex-directrice marketing à Linea et Orchestra, aujourd'hui consultante marketing. Salut Sophie. Salut à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Sophie. Voilà, donc un plateau riche, vous allez voir, on va aller très loin sur le sujet. Allez, c'est parti. Ok, donc on va lancer le sujet. En fait, je voudrais ouvrir le truc avec un truc dont tu m'as parlé Sophie là tout à l'heure. On s'est parlé juste avant et du coup ça m'a fait penser à quelque chose. C'est que tu me disais très justement, c'est marrant ce sujet de marque parce que quand on bosse dans le retail notamment, c'est finalement un sujet dont on parle peu, même s'il existe. On va plutôt parler d'enseigne. Donc, du coup, moi, ma question de base, et peut-être, Sophie, je peux te poser la question, mais c'est valable pour vous 3, en fait, pour commencer, c'est, en fait, quand tu bosses dans ces métiers, dans ces secteurs du retail ou de l'e-commerce, ou, voilà, qui sont des métiers assez liés, finalement, à quel moment tu sais que ta marque, elle existe vraiment? Et à quel moment tu vois qu'elle va dépasser un petit peu ton produit? Oui, en fait, je te disais effectivement que on parle souvent d'enseigne et pas de marque parce que déjà il faut distinguer 2 sortes de retailers. Il y a des retailers qui sont juste des distributeurs de produits d'autres marques en fait, et puis tu as des retailers qui sont des marques enseignes. Par exemple, je pense à Ikea dans laquelle j'ai été aussi, où c'est une marque qui vend que ses produits. Donc déjà il faut déjà distinguer ces deux-là. À quel moment on doit devenir une marque ou à quel moment on sent qu'on devient une marque? C'est quand toute l'expérience de marque est partout où le client est. Et c'est la vraie difficulté du retail aujourd'hui, c'est de cette cohérence qu'on doit avoir aussi bien en magasin. Et alors quand tu as des centaines de magasins, ça devient compliqué parce qu'il faut évidemment fédérer toutes les équipes autour de ton histoire de marque et puis aussi sur le digital bien sûr. Alors, je comprends ta distinction avec les retailers, mais je me permets quand même de te glisser que le plus fameux retailer du monde est un de ceux qui a poussé peut-être la marque le plus loin dans la théorie. Donc, à la fois, je vois ce que tu veux dire et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en fait rentré dans un momentum de marché? Nico, je sais pas, ou Florian, si vous avez une vision là-dessus, où en fait, même pour un retailer, même pour un distributeur finalement, quelque part, alors peut-être pas dans les marchés les plus abscons du B2B, où en fait le distributeur, c'est un élément presque invisible ou technique de transmission de produits, quoi. Mais est-ce que si t'as pas ce truc-là, t'as pas de puissance de feu, t'as pas de pricing power, et finalement tu te retrouves un peu cornerisé, quoi. Je sais pas si c'est des choses que vous avez rencontrées, Nico, Florian, dans votre approche. Ouais, moi, de mes expériences, j'en ai eu plusieurs.
quand je prends le prisme de Red Bull, c'est clair que c'est un des exemples sur lequel la marque est un énorme générateur de demande. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et nous, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle chez Back Market aujourd'hui. C'est notre job, c'est de générer de la demande au sein du marketing. Et c'est sûr que la marque joue un énorme rôle là-dedans. Tu disais très justement, Sophie, nous, on vend par définition des produits d'autres marques. On n'a pas vocation à vendre nos propres produits, c'est clairement pas notre métier. En revanche, la marque, elle va faire qu'on va attirer les clients sur notre site et pas sur le site des concurrents. Et donc c'est sûr que là après nous on se bat avec des mastodontes, etc. Oui, c'est absolument vital pour nous. Et c'est pas le seul sujet. Hein. On en parlait l'autre jour en off, mais notre capacité à délivrer un bon service, c'est effectivement aussi une condition nécessaire. C'est pas la seule, mais tu peux pas exister qu'avec ta marque, tout comme tu peux de moins en moins exister que parce que ton service ou ton produit est bon, quoi. Ouais, c'est un tout en fait qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, du coup, ce qu'a fait Back Market ces dernières années, finalement, ils ont quand même beaucoup existé à travers la marque. Enfin, j'ai eu l'impression de l'extérieur que ça a été un focus, en tout cas, un peu stratégique. Bien sûr, essayer de créer une catégorie ou une sous-catégorie, ça a été un focus stratégique aussi, quoi. Bien sûr, parce qu'en fait, surtout si tu te poses la question du long terme, c'est une fois que tu as créé ta catégorie, il y en a d'autres qui vont y aller, et en fait, c'est comme dans n'importe quel produit tech, hein, tout le monde in fine va finir par faire plus ou moins la même chose. On le voit, le reconditionné, il arrive de plus en plus dans d'autres, chez nos concurrents, et nos concurrents sont de moins en moins les autres acteurs pure players du reconditionné, mais de plus en plus les retailers tech mainstream qui vendent également du neuf. Donc et qui pour le coup sont vraiment comme nous, hein, tu vois, des Fnac, des Darty, en fait, eux c'est des retailers marques qui vendent les marques des autres. Donc nous c'est un des piliers primaires de Back Market, hein, pour tout premier jour. C'était vraiment une volonté de Vianney, de Thibaut et Quentin à l'époque de se dire on va émerger aussi par la marque, quoi. Et ça, je trouve, assez singulier en France. Finalement, c'est pas si courant. Alors, il y a un endroit où c'est plus courant, peut-être c'est dans les DNVB, Florian, parce que finalement, c'est presque j'allais dire le point de départ d'une DNVB, j'exagère presque, mais c'est peut-être juste là l'endroit où c'est le plus vital, en fait. Finalement, pour pas juste être une boutique Shopify parmi 400 000, quoi. Ouais, sur les D2C et les DNVB, effectivement, là où moi je viens, t'existes déjà que sur le digital. Donc, déjà, pour être attiré et après pour convaincre et convertir, tu vois, il faut avoir cette logique de marque dès le départ dans tous les services, et après quand tu te développes aussi au omnicanal, c'est vital, c'est la marque qui un peu qui tisse la stratégie finalement, et pas uniquement dans le marketing mais aussi dans le produit, dans le service, dans la culture d'entreprise. C'est assez central. Après c'est plus ou moins fort en fonction des marques et des fondateurs et de la vision, etc. Mais au final, la marque, pour tout le monde, quel que soit le secteur, ça crée aussi cette préférence. Et après ton marché, souvent les DNVB, on crée des marchés de niche, mais ces marchés de niche, après, il y a d'autres concurrents qui arrivent. Et en fait, à la fin, 10 ans après, ceux qui restent, c'est ceux qui ont créé une marque suffisamment forte aussi parce qu'il y en a plein qui, entre-temps, sont rentrés dans cette niche, mais n'ont pas survécu parce que la marque n'était pas assez forte ou pas assez reconnaissable. Et voilà, c'est ça qui compte, quoi, aussi. Toi, t'es passé par chez Bonne Gueule, et tu sens que dans ce qui avait été fait à l'époque, la marque, est-ce que tu penses, quel rôle elle a joué pour toi, et deux, je sais pas si c'était une volonté ou une opportunité d'aller explorer le côté un peu communauté en fait du sujet, ou en tout cas de rentrer un peu sur cette approche-là. Ouais. Comment ça s'est fait en fait pour que la marque, moi à côté de chez moi, il y a une boutique qui vient d'ouvrir là il y a pas longtemps. Tu vois, ça perdure, ils essayent, j'ai l'impression aussi d'évoluer, de changer un petit peu de modèle et tout, mais qu'est-ce qui a fait que le truc s'est installé en fait au final, si on repart là-dessus ? En fait, historiquement, en deux mots, c'était un blog avant de devenir une marque. Donc tu vois, on était un peu des ovnis, tout le monde nous disait à l'époque « mais les gars, ça marchera jamais, il y en a d'autres qui ont essayé, ça n'a pas marché ». Et en fait, moi je suis arrivé à ce moment-là où il y avait qu'un blog, il y avait Geoffrey Benoît, les fondateurs. En fait, c'était les conseils qu'on donnait et le côté donner avant de vendre, tu vois, ce côté générosité qui a créé cette communauté où on a appris à des milliers d'hommes à mieux s'habiller. Tu vois, on n'avait pas parole d'évangile, mais en tout cas, on portait un combat, un sujet. Et en fait, quand on a lancé la marque, après, ça a tout de suite cartonné parce que
il y avait déjà un engouement et le cœur de la communauté n'attendait que ça, en fait. Parce qu'on avait fait beaucoup de collabs aussi à l'époque pour tester petit à petit. Tu vois, on s'est pas lancé du jour au lendemain, on y va. On avait fait des collabs et déjà, c'était des sold out dans 20 minutes. C'était aberrant pour l'époque. Et après, on a continué à construire comme ça. Moi, j'étais au cœur du truc parce que j'étais aussi le brand manager aussi à un moment. Enfin, je me suis un peu créé le poste, tu vois. À un moment, j'ai pris Geoffrey Bonin par les cadeaux. Je dis, bon, les gars, maintenant qu'on formalise ça. Et tout s'est fait de manière un peu organique, en fait, mais toujours avec cette volonté, de générosité, tu vois, ce côté aussi plaisir et transmettre, qui a fait que ça a créé une confiance très forte avec ses clients, que c'est devenu un peu une love brand, même si j'aime pas plus trop le mot maintenant. Mais ça garde encore aujourd'hui. Et dans les services, jusqu'en boutique, ça a été aussi la clé, quoi. Et comme tu le disais, Sophie, tout à l'heure, la cohérence, moi, j'étais vraiment là-dessus. Enfin, le cérémonial était aligné en fait sur les valeurs de la marque aussi. Et tu vois, on conseillait des concurrents alors qu'on n'avait pas les produits. Des fois, non, elle est dans celui-là. Et en fait, les gens revenaient après parce qu'on a rendu service tout simplement, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, ça me fait penser aussi à ce qui peut se passer dans un marché que tu as connu, Sophie, sur le meuble, en fait. Enfin, je vais résumer ça un peu comme ça. Alors, j'allais à la base prendre un peu l'exemple de Made, mais je pense que l'histoire de Made, c'est un peu différent et c'est plutôt lié peut-être à un modèle qui arrivait à son terme, ou je sais pas, enfin, comment tu le justifierais, mais comment tu expliquerais aussi au-delà de ça que quand on voit par exemple Alinéa qui est dans une situation pas simple, de ce que j'ai pu en percevoir ces derniers temps. Comment tu exprimes qu'une boîte comme Ikea, par contre, ait pris le bon virage? Alors, il n'y a pas que la marque, évidemment, mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose là-dedans qui va jouer et qui va permettre d'ancrer plus ou moins auprès d'une audience, auprès d'un public, auprès de clients, quoi? Ouais, alors vaste question. Ouais, je sais, c'est vaste question. Non, mais déjà, je voulais revenir un petit peu sur. Moi, j'ai pas dit que la marque c'était pas important hein, quand je disais on parle Je pas de sais. marque. Justement, quand on est moi, j'ai été dans des enseignes challenger, des enseignes mass market, mais challenger de gros mastodontes. Hein, Alinéa, évidemment. Petit challenger d'Ikea et Orchestra challenger du mastodonte Kiabi aussi. Donc là, si vous travaillez pas votre marque, si vous travaillez pas votre marque, vous pouvez pas émerger dans ce marché très concurrentiel. Donc c'est hyper important de le faire. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que le branding ne va pas créer l'impossible. Il va valoriser ce que vous faites déjà. Donc si vous n'avez pas de mission, s'il n'y a pas tout le sens avant, si vous n'avez pas le produit, si vous n'avez pas les services comme vous disiez tout à l'heure, ça va pas marcher. Donc pour revenir à ta question, pardon, Non, je t'en prie. sur Ikea. Bon, Ikea, moi j'ai été chez Ikea pendant 7 ans, donc à mon début de carrière, et c'était pas le leader que c'est aujourd'hui. Ikea à l'époque. C'est pour ça que je pose la question, c'est qu'il y a quand même eu un virage qui a été pris, quoi. Ikea, c'est né dans la tête d'un brillant fondateur qui a été visionnaire dans les années 50 sur un modèle unique et qu'il a su dupliquer dans le monde entier. Un Ikea en France, vous allez aux États-Unis, ça va être quasiment le même. Enfin, partout dans le monde, c'est le même, avec des adaptations locales. C'est ça qui est important. On dit souvent think global, act local, mais avec Ikea, c'est exactement le cas. Ils ont plus qu'une marque. Ils ont une vraie mission qui est incarnée partout dans la communication, dans le service, et la promesse, elle est la même dans la communication que dans l'exécution en magasin ou Internet. D'ailleurs, Ikea a été très en retard sur le digital. D'ailleurs, ça avait pris un peu, j'imagine, un peu la place pour des mails, des coups qui sont arrivés justement peut-être avec cette promesse un peu plus d'immédiateté, genre on fait à la commande et c'est online. Et enfin, il y a eu un peu ce moment-là peut-être dans les années 2010 à des moments, quoi. Ouais, sachant qu'IKEA, justement, c'est l'immédiateté, puisque tout est en stock. Ouais, mais c'était pas exactement le même type de la temporalité après, sur la manière entre la commande, la fabrication. Le modèle était pas exactement là, mais ce qui a joué des tours à Made ensuite quand les prix ont augmenté fortement. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les marques qu'on voit aujourd'hui en difficulté, je parlais du meuble, mais on le voit pas mal dans le textile, là, dans le prêt-à-porter en ce moment en France. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une variante globale. Souvent, c'est des marques un peu datées par rapport à l'époque où elles sont, qui ont
plus trop bougé depuis Ouais. 5-10 ans souvent ou plus, qui ont perdu le lien avec ce qui était leur public. Moi, à côté de chez moi, a ouvert il y a 2-3 ans un Jules, par exemple, une boutique en bas là dans la rue, qui est resté 1 an, je pense. Et en fait, il y avait absolument jamais personne. Et je pense que c'est typiquement l'identité même d'une marque, en fait, qui, je trouve, au-delà des problématiques de modèle, au-delà des problématiques de concurrence, parce qu'il y a aussi les concurrences de Chine, etc., évidemment, sur les prix, tout ce qu'on veut. Je pense aussi qu'il y a une distance qui s'est faite avec le client. Aujourd'hui, c'est un crème de la crème, pas crème de la crème, un Oh My Cream, pardon. Ambre, si tu nous écoutes. Un Oh My Cream qui a ouvert, qui pour le coup est beaucoup plus logique, je pense aussi, par rapport à l'époque dans laquelle on est. Toi, Florian, qui a beaucoup bossé dans ce secteur-là, et Nico aussi, je veux bien ton avis là-dessus, mais est-ce que vous le percevez, ce truc-là, où en fait, il y a eu des choses qui se sont faites correctement, je trouve, en France, notamment dans le prêt-à-porter à des moments, et notamment dans la manière dont la marque était positionnée, et toutes ces marques-là, aujourd'hui, il y a une espèce de vague de rajeunissement des marques, et que ces marques-là qui prennent pas le biais, qui n'ont pas pris le pli, bah, c'est celles généralement aujourd'hui qui sont un peu en difficulté. Est-ce que Florian, c'est un truc que tu constates ou c'est peut-être un résumé Non, un peu rapide? je pense que c'est, comme tu dis, c'est un pattern qui est là. Et en fait, c'est un peu un cercle vicieux, c'est qu'après, plus tu mets du temps et que tu acceptes de le faire, et plus ça prend du temps, plus ça fait peur aussi aux investisseurs, plus ça fait, en fait, souvent, il y a un peu un grand flou aussi, qu'est-ce qu'un rebranding finalement? Et en fait, si t'as pas quelqu'un ou une agence qui est capable de te dire, bah, voilà, il y a un point A, le point Z, il est là, et entre les deux, on va faire ça. Ouais, la réalité, c'est que bah, c'est un flou et du coup, personne n'y va. J'ai été confronté à ça, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, c'est aussi des gros investissements. Et en fait, souvent, en fait, on le fait quand c'est un peu trop tard. Tu vois, c'est quand t'es déjà un peu en déclin et qu'en fait, bah, là, après, tu comptes un peu tes sous, il y a une pression sur le chiffre, sur le retour sur investissement qui est plus fort. Et du coup, bah, si t'acceptes pas de dire, bon, ok, on va faire un pas de côté et on y va, et maintenant on retravaille ça en profondeur et on prend le temps de le faire, ça se fait pas en 2 mois. Voilà, c'est derrière, tu peux remonter ou pas d'ailleurs, ça dépend comment c'est exécuté. Mais si tu le fais pas, tu creuses de plus en plus ton trou, quoi. Ou alors on va faire des refontes de site, on va faire tu vois, un petit coup de refresh, on essaie de changer la direction artistique. Donc moi je dis souvent, la direction artistique, si le fond change pas, vous amplifiez ce qui est déjà flou en fait. Donc compliqué, tu vois. Voilà. Pour moi, c'était un peu le sujet. Et ça, c'est un pattern qu'on voit pas mal aujourd'hui, je trouve, dans le textile en France, dans une large partie des marques moyennes ou des anciens leaders, plus ou moins de certains segments. Comment on évite, Nico, toi, t'es dans un secteur aujourd'hui différent de ça, mais comment on évite que ça se duplique ailleurs? Parce que moi, je bosse pas dans ces milieux-là, retail, etc. Mais par contre, je bosse dans plein d'autres secteurs. Et je me dis, c'est exactement ce qu'on pourrait avoir demain dans l'industrie. On le voit déjà dans le SaaS, et notamment avec l'IA aujourd'hui qui vient challenger à fond le fait d'avoir un produit qui est réplicable en 3 mois de boulot avec 10 fois moins de moyens peut-être. Je parle même pas des cabinets de conseil et tous ces business-là ou les agences qui sont en difficulté parce qu'évidemment, l'économie de la pensée, elle est très challengée par l'IA, on va dire. Mais en fait, toute cette commoditisation qu'on voit autour de nous en permanence, comment on évite ça en fait et comment on s'inspire de ce qu'on a vu ou dans le retail ou quoi que ce soit pour pas que ça se reproduise ailleurs? Ouais, bah, c'est une bonne question. D'ailleurs, quand on en parlait juste avant, là, je trouve qu'il y a eu aussi des très beaux revivals, tu vois, des Kawaii qui, je trouve, ont réussi à mettre un coup de fraîche. Il y a eu des belles histoires aussi. Moi, je pense que c'est avant tout quand même une question d'identité, sans forcément aller jusqu'au rebranding, parce que je trouve que c'est toujours un sujet délicat. Parfois, il y a des très bonnes raisons de le faire. Il y en a aussi beaucoup de mauvaises. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont vite tendance à se dire, écoute, bon là, ça y est, on a un petit coup de mou, allez, on renvoie un rebranding. Certains vont jusqu'à changer de nom et tout. En fait, je pense que c'est pas forcément là la question, quoi. Il faut se poser les questions de qu'est-ce qui faisait ton succès à un instant T, pourquoi être à l'écoute de tes consos aussi, pourquoi du jour au lendemain, en fait, ils viennent plus chez toi. Qu'est-ce que t'as loupé, qu'est-ce que t'as mal lu, quelles sont les questions que tu t'es pas posées, et voir jusqu'où t'as besoin d'aller, quoi. Moi, je pense que, enfin, je le disais juste avant, l'écoute de tes consos, c'est un truc qui est quand même assez vital. Si tu mets ce truc-là en face de ta raison d'être profonde, il y a quand même pour moi déjà 2 bons points qui vont faire que tu devrais continuer à être à la surface, quoi. Et après, effectivement, il y a des coups de génie qui vont faire que tu vas des directions artistiques, tu disais Florian, il y a tout un tas de raisons qui vont faire que tu vas continuer peut-être de crever l'écran ou revenir tout en haut.
Mais je pense il faut garder cette humilité, de te remettre en question de manière suffisamment fréquente, et aussi de rester fidèle à ce que tu pouvais promettre à tes conçois à certains moments, quoi. Mais est-ce que tu as connu, toi, ces moments-là, Sophie, où justement ce que disait Nico, de se remettre en question, etc. Parce que je me dis, la difficulté dans ces moments-là, c'est qu'en fait, faut que tout le monde soit convaincu. Et je me dis, il faut que ce soit aussi un peu drivé par le business quelque part pour que ça ait du poids. Est-ce que toi, tu as connu un peu ces instants-là, ces moments-là? Et si oui, comment tu as géré ces passages? Quand t'es dans le retail, t'as des remises en question quasi quotidiennes, j'ai envie de dire, parce que c'est compliqué. Enfin, on le sait, hein, le retail c'est un peu compliqué, surtout en mass market. Oui. Alors du coup, comment tu gères ce truc-là quotidiennement? Souvent, c'est ce que Florian disait. Souvent, on parle de rebranding au moment où ça va mal, et on est beaucoup dans du court terme. On fait que du marketing de la performance. On oublie justement le marketing du branding. On est que sur du court terme. On laisse pas faire les choses. On laisse pas. Et comment on fait? Il faut avoir un DG ou un comité de direction qui est sensible à ça. Pas toujours c'est pas toujours le cas. Déjà, la condition très complexe à obtenir. Non, mais voilà, il faut des gens convaincus, il faut des gens qui ont de l'audace, qui ont une vision marketing et commerciale, qui ne sont pas que, bien sûr, la survie du chiffre, on y pense, mais en retail, ça se joue beaucoup à coup de promo, et c'est ce qui a beaucoup tué aussi les enseignes, se sont tirés des balles dans le pied avec la promo à tout va. Ouais, mais c'est vrai que le client, il est habitué à ça aujourd'hui. En vrai, quand tu regardes ce que fait des HelloFresh, des machins, et on est tous pareils, on teste des trucs parce que tu sais que pendant 3-4 semaines, mois, j'en sais rien, selon ce que tu fais, t'as les promos, les réducs, les machins, les trucs. HelloFresh, c'est quand même un cas très particulier. Alors, pour le coup, ils ont une marque, je trouve, très bien foutue, très bien bossée, etc. Mais by the way, par contre, ils ont peut-être le plan de promotion le plus abouti de ce que j'ai vu de ces dernières années, quoi. C'est vraiment genre dans tous les sens, t'en as et t'as les points et les trucs avec des réducs de partout. C'est même plus ce que t'as, en fait. Tu comprends même pas le système, comment il fonctionne. Donc, il y a aussi un peu une perfusion du console. Oui, ils achètent leur acquisition, ça c'est sûr. Après, j'espère que derrière, ils utilisent bien leurs data, leurs données pour fidéliser, parce que c'est ça le but, en fait. Après, moins cher. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'avait essayé le marché du comment ça s'appelle, la livraison de les Deliveroo, etc. au début. Ça a pas du tout marché. Enfin, finalement, ça a pas marché. Tout le monde s'est cassé la gueule. Puis là, il y a des modèles un petit peu différents qui sont en train de se relancer. Tu dépends aussi de ton contexte là-dessus, tu vois. Toutes ces boîtes-là qui misaient sur des LTV et le fait de garder leurs clients pendant très très longtemps se sont déjà rendu compte que c'était pas le cas et qu'en fait les gens étaient picousés à la perfusion, à la promotion, pardon. En fait, tu vas exactement. T'as zéro fidélité et pour le coup, la promotion prend le pas sur la marque. Ouais. Et en plus, c'est dans un sujet de disponibilité de produits, t'es dans l'instantanéité, donc le mec, il a pas juste le fromage que tu veux, en fait, tu vas aller voir ailleurs, il y a très très peu de fidélité là-dessus. Et en plus de ça conditionne les gens à ne pas payer le bon prix du service ou du produit, ce qui est aussi encore un autre sujet, c'est qu'effectivement, et en plus, tu rajoutes à ça un contexte de crise économique où, en fait, je comprends que ce soit aussi difficile d'entendre des gens qui te disent on va investir sur la marque parce que sur le long terme, ci et ça, quand in fine t'as une réalité économique qui est tout autre, quoi. Et si tu rajoutes à ça le fait que lever des fonds c'est devenu très très compliqué, ces startups-là effectivement elles ont extrêmement de mal à vivre, quoi. En fait, t'as raison, mais dans un sens, et Florian, là, je voudrais bien ta vision, parce que toi, tu passes tes semaines à écrire sur la marque et le rapport à la marque et comment on le place, alors notamment dans les univers un peu du luxe et tout ce qui tourne un peu autour, on va dire, mais pas que, aussi de manière plus large. Aujourd'hui, il y a un truc un peu de marketeux qui est de dire, on est un peu content de l'ère de l'IA, parce que finalement, la marque, c'est presque le dernier truc peut-être que l'IA copiera, parce que c'est quand même un truc qui est quand même très proprement humain avec les codes qu'on développe, même si les caractéristiques rationnelles de la marque sont copiables, mais la marque en elle-même, pour la faire exister, l'entretenir et lui donner un souffle, ça reste quand même quelque chose que les êtres humains vont continuer à faire probablement. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses vraiment qu'en fait, la marque, c'est le dernier truc que l'IA peut pas copier aujourd'hui, et c'est aussi pour ça, pour répondre à Nico, qu'il faut investir dessus maintenant, ou en fait, c'est juste un truc qu'on se raconte, quoi. Comment tu vois ce truc-là, toi? Non, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses dedans. Tu as toute l'amont quand tu construis une marque, aussi toute la partie étude, on va dire, tu as interne, externe. Ça, l'IA, il commence à le faire et tu vois, et en vrai, il fait très très bien.
Mais après, c'est ce que tu en fais derrière et l'analyse que tu en fais et comment tu le mets en action et comment tu construis une marque derrière. Et ça, pour le coup, il faut quelque chose qui fait que tu te connectes à ton client, en fait. Parce que, comme le disait Nicolas tout à l'heure, en fait, au final, le boss ultime, un peu, c'est ton conso, quoi. Enfin, c'est ton client. Donc, en fait, l'IA, je pense, ne comprend pas encore, n'est pas en capacité de faire ce lien-là. Il donne on va dire, des guidelines, enfin, ou peut-être une direction, mais c'est un peu, pour résumer, cadré par l'IA, approfondi par l'humain, pour moi, un peu, le sujet. Et voilà. Et juste une petite note sur la partie promo aussi. En fait, ce que vous avez dit, c'est que plus tu fais de la promo, plus tu crées une clientèle opportuniste aussi. Et en fait, tu ne construis rien avec ces clients-là. C'est juste, ils sont venus parce qu'ils ont vu un prix qui était meilleur qu'ailleurs et point barre. Enfin, je grossis un peu le trait, mais on n'est pas loin de ça. Donc en fait, dès qu'il y a plus, ils vont voir ailleurs. Et après, c'est très compliqué de construire aussi quelque chose de plus plus humain, avec un lien humain, comme le fait Back Market très bien d'ailleurs. En fait, il crée une préférence et pas par le prix, mais plutôt par la préférence de marque, qui a un impact fort, quoi. Ouais, et après, il faut être aussi, je pense que ça dépend aussi vachement des secteurs, tu vois, Exactement. et de la valeur de ce que tu vends in fine. Tu vois, quand je bossais chez Red Bull, bon, même si t'es plus cher que tous tes concurrents de loin et que parce que t'investis beaucoup plus dans ta marque et que t'as une marque qui est probablement une des plus désirables au monde, tu restes quelque chose qui va se vendre entre 1,10 € et 1,40 €. Là où aujourd'hui, tu vois, nous on vend des téléphones, on vend bref, tout un tas de tech, d'air fryer, qui sont quand même des items qui valent plus cher que ça. Et c'est vrai que nous on le voit, le conso, il fait pas mal de tests et d'études. Les gens comparent énormément. Ouais. Alors encore plus aujourd'hui avec les LLM qui viennent faciliter aussi un peu ce truc-là. C'est sûr que c'est un canal d'acquisition sur lequel on commence à avoir un peu les yeux rivés. Mais ça dépend aussi quand même, je trouve, un peu de ta valeur, ta Bien valeur sûr. faciale de produit, parce que voilà. Mais ouais, je suis d'accord. Ouais, mais Nico, ok, mais en fait, regarde, tu bosses dans une boîte où finalement tu pourrais te dire, c'est presque une des dernières boîtes où il y aurait besoin d'aller développer une marque. Tu fais de la revente de reconditionné. Tu pourrais très bien avoir eu, et alors peut-être que la boîte n'existerait plus si ça avait été ça, juste le réflexe des distributeurs à l'ancienne de dire, moi je prends un truc fait et je m'appuie sur une marque déjà existante, donc j'ai pas besoin Mm. d'investir dans la mienne. Ce qui en fait est une technique qui a toujours existé, que j'en sais rien, les Rakuten ont fait ou d'autres, en fait, de dire j'investis un peu dans ce que je suis, mais finalement, je vais plutôt m'appuyer sur Nike parce que je vends des Nike et qu'en fait, les gens cherchent des Nike. Bah, je schématise un peu, Mm. mais c'est un peu ça l'idée, tu vois. Moi, j'ai l'impression que ce modèle-là, il meurt un peu quand même aujourd'hui, notamment parce que tu viens de dire que les gens comparent et que je pense qu'il y a beaucoup plus de concurrence internationale. Ce qui est un paradoxe pour moi, c'est que, et ça, je voudrais bien votre vision là-dessus, c'est que on est quand même dans un pays où on a un secteur qui est le secteur du luxe, dans lequel on est arrivé à accumuler, en fait, une présence de marque importante avec des objets à des prix très importants. Je trouve qu'il y a un savoir-faire. Je mets de côté le fait que c'est peut-être plus évident de créer de la désirabilité sur un sac à 5 000 € que sur une canette à 1 €. Donc ça, j'ai pas de sujet, tu vois. Et encore que, Mm. on peut en discuter, tu vois. Ouais. Mais je me dis, il y a quand même culturellement quelque chose qu'on sait faire en France qui est celle-ci. Ma question est-ce qu'on ne manque pas de vision, je sais pas, Sophie, si tu as un avis là-dessus, est-ce qu'on manque pas un peu de vision un peu moyen-long terme sur nos business, au-delà du retail et au-delà d'autres secteurs? Parce que finalement, la marque, pour moi, c'est juste une vision stratégique moyen-long terme. Là où l'absence de marque, une stratégie commerciale à 6-12 mois, c'est une vision plutôt court terme où la marque peut-être va jouer un rôle un tout petit peu moins crucial là, maintenant, tout de suite. Est-ce qu'en fait, au final, c'est pas ça, quoi? C'est-à-dire qu'on manque en France, parfois, de placer la marque dans un endroit stratégique sur le moyen-long terme. Oui, je pense que le mot marque est sans doute un peu galvaudé en France et surtout dans le domaine du commerce et du retail. On voit le marketing comme quelque chose d'un peu juste les paillettes, la cosmétique, alors que pour moi le marketing c'est éminemment stratégique, c'est tout le mix, c'est l'offre, le prix, les services, c'est tout ça. Et c'est vrai que il n'a pas forcément la place qu'il devrait avoir en France comparativement aux États-Unis. Par contre, j'ai un bon exemple dans le luxe d'un retailer qui vend que des produits d'autres marques, enfin sa marque aussi, mais c'est Sephora. Sephora a une superbe identité alors qu'il vend des produits de marques de luxe et que c'est un retailer Bon, après, mass market. accolé à un groupe de luxe, donc bon. Oui, C'est mais un faux, c'est un faux, on va dire. Mais oui, en attendant, j'avais participé à un événement il y a quelques mois là, organisé par Content Square où il y avait la directrice, je sais plus si c'était Fidelity ou marketing, bref, qui était invitée et qui parlait de leur programme de feed et de la refonte et
Et c'est vrai que en tout cas, ils vont assez loin sur cette partie-là, expérience client, engagement client. Ils vont quand même assez loin. Ils essayent de moderniser un peu le truc pour continuer à engager, parce qu'ils sont challengés par les Oh My Cream & Co, évidemment. Oui, et Et puis il y a des challenges. par les ventes en direct aussi, par le Et par D2C. les ventes en direct, évidemment. Mais quand même, c'est assez marrant de voir en magasin que tous les logos des grandes marques sont au code de Sephora et pas à leur code à eux. Tu veux... Ah oui, oui, bah oui. Oui, non, La mais ils ont créé finalité. un... Ouais, exactement, quoi. Et du coup, sur cet aspect vraiment vision des boards, des dirigeants, je ne sais quoi, pourquoi la marque, en fait, elle a cette vision-là, Florian? Toi, t'as un peu un avis là-dessus? À quoi c'est dû? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu as déjà réfléchi? En fait, ouais, il y a des éléments, je les ai peut-être pas tous, mais euh, en fait, on associe souvent la marque au branding, et un peu ce que tu disais, Sophie, un peu au vernis, tu vois, ce que le client final voit. Mais au final, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute la partie immergée, et en fait, si tu la bosses pas, qui prend du temps, qui coûte de l'argent aussi, qui est ultra stratégique pour la suite, en fait, parce que c'est ce qui est amplifié après par la direction artistique, la DA. Euh, et pour te répondre à la question, je pense que c'est une question de connaissance aussi, ou de méconnaissance. Tu vois, parce qu'on est très drivé pour avoir été dans les boards ou les codir, très drivé par les chiffres. Tu vois, on parle toujours de chiffres, mais on parle jamais de vision ou très peu. Bon, ça doit changer, je pense, selon les entreprises. J'imagine que Nicolas, toi, tu as un autre discours aussi. Mais c'est ce que je constate, en tout cas, c'est que pour rencontrer aussi pas mal d'entrepreneurs, c'est il faut leur expliquer à quoi ça sert vraiment et qu'en fait c'est pas juste pour faire de la notoriété. C'est aussi, comme tu le disais, Nicolas, je suis très d'accord avec ça, c'est pour générer de la demande et créer cette considération en amont. Et après, tu récoltes ce que tu as semé, tu vois. Et ça, on a un peu de mal parce qu'on est un peu sur le digital, je pense, a accéléré aussi le fait que le bah, de, de générer du chiffre tout de suite. J'ai investi un, j'ai trois. Ça a catalysé ça ces dernières années. Ouais, toi, attends, je te coupe, mais c'est important, ça, c'est de dire, effectivement, peut-être le biais, c'est de se dire, comme il n'y a pas d'immédiateté dans le ROI Ouais. récolté ou mesuré, en fait, finalement, c'est ça qui vient handicaper l'approche. Ouais, clairement. Ouais, Je ouais, pense parce que surtout pour les après, plus petites marques, hein. ouais, et oui, et après je te Vas-y, laisserai Florent. la parole, Nicolas. Oui, et en fait, après quand tu te retrouves face à tu vois, un brand manager, quand il se retrouve face à un board et qu'en fait il est pas capable de dire, en fait en investissant ça a rapporté tant. En fait, les investissements ils sont un peu coupés, tu vois. Et j'étais encore avec une grosse enseigne la semaine dernière où c'était vraiment le cas. Tu vois, ils ont fait des campagnes de pub, ils ont dépensé plus de, je sais plus, un peu moins d'1 million d'euros. Et en fait, là, ils l'ont coupé cette année parce qu'en fait, ils ont vu zéro impact, tu vois. Mais en fait, si t'as pas quelqu'un qui est capable de faire le lien et d'expliquer tout ça et tu vois, faire tout le funnel et surtout du marché, c'est compliqué. Ouais, je disais, je pense que ça handicape particulièrement les plus petites marques Ouais, qui sont pas forcément capables derrière d'aller sortir un marketing mix modeling, d'aller se modéliser aussi comment ces trucs-là peuvent ruisseler à plus moyen long terme. Et du coup, bah ouais, effectivement, la tentation, tout le sujet, c'est l'attribution. Et la tentation, elle est d'aller se dire, ok, bon bah à court terme, je suis capable de dire que mon Google Shopping, mon Meta, l'affiliation, etc., m'a généré X. Là où ouais, bah si je me paye une petite campagne de OH, est-ce que je suis capable d'attribuer quelque chose à ça? Bah très probablement que non. ouais. Sauf si tu es un peu plus robuste et que tu es capable d'investir dans des modèles qui vont te dire, ok, l'impact de ces choses-là, quoi. Donc c'est clair que c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord sur ce sujet-là, mais moi, il y a un truc toujours, je me dis, ok, si tu fais 100% de ton budget sur de l'OOH, évidemment, c'est une connerie, et évidemment, en fait, tu pilotes à l'aveugle, donc ça peut tomber d'un côté très positivement, comme d'un autre côté moins positivement. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Mais j'ai envie de dire un truc qui est, c'est comme si tu disais, j'arrête de faire de la R&D, parce qu'en fait, l'impact de la R&D, je vais le voir dans 5 ans. Le temps de développer mon produit, de le fabriquer, de le lancer, de le commercialiser, de faire un premier bilan, il va se passer 3 à 5 ans ou plus, 10 ans si tu es dans l'auto, je sais pas où. Ou moins de 10 ans peut-être dans l'auto maintenant. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette vision un peu binaire du marketing où en fait, ça n'est que soit impact direct, soit impact indirect. Je me dis juste, pour moi, ne pas avoir une vision de cette partie du marketing comme un investissement pour mon business pour demain et après-demain, je trouve que c'est une faute professionnelle. Et je trouve ça assez fou qu'on soit encore en train de se dire ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, à savoir que le marketing, c'est suspect, qu'on est suspecté d'agiter du vent. Et donc,
ma question, Sophie notamment, c'est comment on turn ça? Est-ce que tu as une méthode magique? Probablement pas, mais si tu en as une, n'hésite pas à nous la partager. Non, mais comment on contribue à turner ça un peu? Parce que je trouve que c'est le principal frein qu'à peu près n'importe qui dans le marketing ou dans la com a rencontré auprès de ses collègues ou de ses dirigeants, quoi. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique pour ça. Ah bah merde. Non, mais non, il faut avoir son bâton de pèlerin en fait. Il faut toujours être en évangélisation, essayer de convaincre. En plus, souvent le marketing, en codir, tout le monde en parle. Hein. Personne parle des finances ou de l'IT, mais le marketing, moi je dis souvent, hein, mon métier c'est comme être le sélectionneur de l'équipe de France de foot. Tout le monde sait mieux que moi ce qu'il faut faire. Donc c'est une bonne image. Non, mais c'est assez drôle. Donc non, c'est la force de conviction. Après, comme tu disais Nicolas, quand on fait des campagnes plus de notoriété, on peut se payer, on peut parfois se payer des études post-campagne pour mesurer l'avant-après de l'impact. Mais ça sonne, c'est pas non plus sonnant trébuchant, c'est pas le CA direct, c'est encore pas ça. On peut aussi calculer un peu combien de personnes sont venues dans vos magasins, donc ça a un impact sur le trafic, donc, qui est très important en retail aujourd'hui parce que c'est dur de faire venir les gens au magasin aujourd'hui, donc c'est un KPI important, mais c'est encore pas, faut extrapoler le chiffre d'affaires derrière, quoi. Donc non, je n'ai pas de baguette magique, mais j'ai l'impression que ça revient. J'ai l'impression quand même que la question de la marque, la question du branding. Alors branding, attention, hein, des fois souvent les gens pensent que branding c'est contenu instagrammable, mais bon, si vous en arrêtez là, je pense que ça va pas le faire, ça va être très court terme aussi. Mais je pense que ça revient, on entend même les notions de brandformance maintenant, donc le mix entre le branding. En fait, le marketing, quoi. Hein. C'est l'alliance des deux toujours. Hein. C'est toujours le marketing et la performance. Et donc ça revient. Donc puis bon, avec les changements de dirigeants, les évolutions, je pense que moi je suis plutôt optimiste. C'est bien de l'être. Il faut. Mais comment tu défends un budget marque quand t'es en fin d'année et que tu présentes ton budget, quand te dire bon, il y a 10% en trop, il va falloir arbitrer. Comment t'arrives face à un boss ou un board ou un codir, un comex qu'on veut? Ça se défend comment en fait? Difficilement. Ça veut dire quels sont les arguments objectifs un peu ou en tout cas stratégiques qu'on peut appuyer en fait pour ça? Il faut faire comprendre que la marque c'est un actif. D'ailleurs, quand vous revendez une entreprise, le capital marque est quelque chose de monétairement estimé, enfin financièrement estimé. Donc il faut vraiment faire comprendre ça. Et dès que vous parlez d'actifs, là, ça parle au DAF. Donc, quand ça parle au DAF, ça va. Ouais. Mais oui, là, j'avoue, j'ai pas d'argument très concret, pas de baguette magique, pas de tips. Florian, comment toi, avec les boîtes avec lesquelles tu bosses, comment tu places ça comme un enjeu stratégique pour elles? En fait, je leur explique le marché capturable et le marché adressable. Et en fait, je leur dis, voilà, si vous restez comme ça à instant T, vous allez vous battre sur les miettes qui restent de la demande. Et cette notion de brand priming, c'est-à-dire de rester à être un peu quand tu as une recherche d'un besoin et que tu vas acheter un produit, si t'es pas dans cette marque-là, en fait, tu restes dans le bas et tu te bats avec des coûts d'acquisition qui font qu'augmenter. Et en fait, donc je leur dis, moi souvent, c'est pas forcément pour les baisser, elles peuvent baisser à court terme, le CAC global peut baisser à court terme, mais ça arrive à le stabiliser dans le temps, parce qu'on sait que c'est aussi le CAC qui est dépendant du marché et de ce qu'on en fait. Et c'est, comme tu l'as dit, Sophie, c'est un actif aussi, et c'est créer une relation aussi, un côté fidélisant aussi pour tes consos, parce que il s'accroche à quelque chose, à une appartenance ou ce que tu veux. Mais après, moi, c'est dans mes secteurs aussi plutôt premium ou luxe où la marque je pense elle joue 40. Je crois qu'il y avait des études qui étaient sorties, c'était 40% de la performance, était liée financière d'entreprise, était liée à la marque. Dans les produits de plus de grande consommation, ça va être, je pense, beaucoup moins. Donc voilà, après, c'est une question de vision. Tu vois, pas plus tard que cette semaine, j'ai parlé à un fondateur, il avait pas eu tout ça. En fait, t'as voulu dire ce que tu veux. En fait, ça rentre par là, ça sort par là.
il faut attendre un peu qu'ils se prennent 2-3 murs et qu'ils reviennent te voir. Ça m'arrive souvent comme ça. Dire bon, en fait, là, on est prêt. Ok. Qu'est-ce qui a changé? Bah, en fait, on n'y arrive pas. Ok. Bon, voilà, on y va. Et c'est un peu, Après, c'est presque sain. C'est presque sain ouais, d'avoir été confronté à ça et de se dire, j'ai fait la première étape où en fait j'ai fait de 0 à X, ouais, puis je veux passer à 2X et je vois que j'ai pas ce qu'il faut et je me plante. Et peut-être là, je comprends qu'il faut peut-être stepper différemment. ouais, exact. Et puis cette notion vraiment de ces deux marchés là, le petit et le gros et encore le plus gros. Bah, en fait, si tu veux passer l'étape d'après, bah il faut construire une marque qui est plus forte et qui est aussi bah, plus connue dans la tête des gens. Il y avait une autre stat qui était sortie, c'est 84% des gens qui ne sont pas enfin non, c'est 84% des gens qui veulent faire un achat l'ont déjà fait auparavant en fait. Bon, j'ai mal exprimé là, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est qu'aujourd'hui, en on est fait, biaisé en fait par le gros du trajet, il est fait en amont. ouais, exactement. Tu vois, par exemple, je vais acheter des reconditionnées aujourd'hui, bah je pense tout de suite à Back Market parce qu'ils ont fait ce travail de marque. S'ils l'avaient pas fait, bah je sais pas, tu vois. Il faut arriver dans ce Et d'ailleurs, petit ce qui est papier là. intéressant sur ces sujets-là, ce qui est intéressant, c'est que cet argument-là, moi, c'est un truc que j'utilise beaucoup avec mes clients, et notamment dans le B2B. Parce qu'un argument dont on ne parle pas assez et que je trouve qui est très important, c'est que souvent dans le B2B, les marchés sont moins gros en nombre de concurrents et en nombre de concurrents potentiels, directs ou indirects. Ce qui fait qu'en fait, le chemin à faire pour être top of mind dans les 2-3 en fait, positionnements les plus pertinents dans l'esprit des gens, il est quand même généralement moins complexe, aussi parce que les concurrents sont souvent moins sophistiqués d'un point de vue market. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de marchés où en fait on a un concurrent ou éventuellement deux qui est un peu, puis les autres sont quand même dans un ventre mou. Ce qui fait qu'en fait le chemin à faire pour se placer là où t'expliquais, à l'endroit où dont tu nous parlais, Florian, il est quand même beaucoup moins complexe. J'ai eu l'exemple cette semaine avec un ex-client qui m'a vraiment dit, dans un secteur où c'est vraiment le commercial qui prime, le commercial pur et dur, j'irais traditionnel, qui m'a dit encore il y a quelques jours, en quelques années, il a vu en fait le déplacement de la marque dans l'esprit des gens et il me disait, cette personne est arrivée à diriger la boîte il y a 6-7 ans. Il me dit, pendant 4-5 ans, on n'a fait que me dire que la boîte, c'était fini, que c'était mieux avant. Et il me dit, j'ai vu le turn depuis un an et demi, où il me dit, en fait, là maintenant, c'est l'inverse. On vient me dire comme si la boîte était nouvelle, qu'on avait débarqué de je sais pas où, juste parce qu'en fait, on a turné un peu, on a modernisé un peu l'approche, la manière de faire les choses, puis en interne aussi, le produit, la manière de travailler, c'est changé. Donc, c'est un ensemble, un travail d'équipe, évidemment, il n'y a pas que le marketing. Mais du coup, elle m'a dit, c'est les premières fois qu'on est venu me voir en me disant, ah, je vous vois partout, ah, machin. Et en fait, par des cœurs de cible, des gens qui bossent dans le segment toute la journée, qui pensaient l'inverse 2 ans avant. Et donc, je trouve que ces moments-là, quand il arrive, je suis sorti de là en me disant, bon, bah, ok, ça veut dire que le boulot qu'on a fait, il était pas trop déconnant et qu'on a réussi à faire ce sujet-là. Mais évidemment, c'est difficile à vendre au quotidien. Et là, je l'ai fait avec quelqu'un qui avait confiance. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure. C'est que quand il y a ça, c'est plus simple, quoi. Et puis souvent, quand tu es dans une phase, quand les boîtes sont en phase de crise ou de difficulté, souvent le premier budget qui saute, c'est quand même, c'est quand même souvent le marketing. Alors que ça devrait être à ce moment-là qu'il faut investir justement pour essayer de récupérer des clients et tout ça. Donc ça, c'est aussi la réalité du terrain, c'est celle-là aussi. Hein. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Et d'ailleurs, sur le sujet de marque, Nico, est-ce qu'il y a des trucs, je pivote, mais parce que ça me fait penser à un sujet, est-ce qu'il y a des choses qu'on vous propose ou qu'on vous a proposé avec Back Market auxquelles tu te dirais, non, c'est en dehors de notre marque ou de ce qu'on est ou de ce qu'on ferait pas. D'ailleurs, c'est valable pour vous trois, mais là, à date, est-ce qu'il y a des choses, je sais par exemple que vous commercialisez plein de choses différentes, est-ce qu'il y a des produits où vous diriez, ah ouais, non, là, ça sort de notre scope, quoi. Sur les produits, j'ai pas l'historique ou je pense pas. En vrai, on est une marketplace, donc aussi à nous de jouer le jeu là-dessus, tu vois. Enfin, ce qui à date n'est pas de la tech, effectivement, on le considère pas, mais en fait, qui sait où on sera dans 10 ans, hein, tu vois, on a que 11 ans, donc non, mais ça peut être par exemple des collabs. J'ai un exemple que je pourrais pas citer, mais qui est très très actuel là, qui fera rire peut-être si on m'écoute en interne, mais où là qui était poussé par plutôt la partie commerciale et là où en fait moi je suis rêvé, non mais les gars c'est juste pas possible en fait, ça c'est non. C'était genre mais off total par rapport au sujet. Et en fait mais parce que la volonté de partnership, elle était pas la bonne. C'était en fait, on a une facilité opérationnelle et donc du coup, il faut qu'on le fasse. Ouais. Et en fait, non, il faut revenir. Moi, mon job, c'est de venir remettre le fil de la marque là-dessus. Et en fait, on va pas le faire comme ça. Et
Après, il faut aussi être suffisamment humble pour se dire où est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en serai dans 2-3 ans, et peut-être que le prisme il aura changé, peut-être que la marque, et c'est pas forcément que se travestir que de dire dans 2-3 ans on le fera, alors que là aujourd'hui je dis non les gars vous êtes des oufs, parce que en fait la marque évolue, les consommateurs évoluent, les tendances évoluent, et il faut être suffisamment humble pour dire que c'est le cas. Moi chez Red Bull ça m'est arrivé hein, où des trucs en les toutes premières années 2012 2013 en France on se disait mais ça jamais de la vie on le fera, et en 2019 2020 on y allait à fond les ballons et tout le monde était très content, tu vois. Il faut être aussi à l'aise avec ce truc là. T'as connu toi ça, Sophie, ce genre de J'ai contexte? pas le souvenir, mais c'est vrai que je voulais rebondir sur ta question, parce que c'est vrai qu'être une marque, c'est aussi faire des choix. Il faut avoir des partis pris et faire des choix. Et parfois, ces choix, c'est savoir dire non. Moi, je pense notamment à Apple et Dyson. Alors, au départ, ils voulaient pas être dans de la grande distrie. Ils voulaient pas être chez Carrefour. Ils voulaient pas être parce que pour eux, c'était se galvauder, et c'était diminuer leur image de marque d'être dans les GSA comme ça. Et puis petit à petit, comme tu dis Nicolas, au bout de quelques années, ils ont accepté ça parce que ça permettait aussi quand même d'augmenter leur marché. Donc oui, moi je crois beaucoup aussi au fait de choisir de ne pas faire des choses en tant que marque si ça correspond pas à votre positionnement, si ça correspond pas à vos valeurs ou quoi d'autre. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Moi, stratégiquement, je trouve que c'est toujours un argument intéressant parce que j'essaye même parfois d'expliquer à quel point refuser du business, c'est dégénérer du business derrière. Enfin, en fait, de réaffirmer un scope dans lequel on est, c'est finalement le meilleur moyen d'arriver à se valider encore plus auprès de la cible qu'on essaie d'adresser. Florian, est-ce que tu as connu ça, toi, auprès de DNVB ou d'autres marques? En fait, quand on se lance, on peut avoir tendance à vouloir poursuivre un peu toutes les opportunités qui se présentent parce qu'en fait, on cherche un peu les... Et en fait, de se dire, finalement, il faut que je reste vraiment focus là où je suis censé apporter vraiment la valeur que j'apporte à travers ma marque et mes produits et mon service. T'as connu un peu ces contextes? Ouais, je l'ai connu pas mal chez Bonne Gueule à l'époque, la première partie, où en fait, on était beaucoup sollicité parce qu'on avait créé un marché, tu vois, sur l'off masculine qui existait très peu à l'époque. Et en fait, on était beaucoup sollicité par, on fait une collab, etc. À un moment, on s'est posé, on fait, attends les gars, et on a créé un triptyque. Alors, il y avait plusieurs choses, mais c'était en lien avec la mission et ce qu'on faisait. Et tu vois, est-ce qu'en fait, on a au moins deux côtés du triangle qui fonctionnent? Et est-ce qu'on le fait pour la partie plus, on va dire, désirabilité? Oui, je grossis, mais c'est un peu ça. Ou la partie commerciale, mais il faut quand même qu'il y ait un truc sur la qualité qui nous, et c'est toujours le cas, des vêtements de qualité, tu vois. Il y avait toujours ce truc-là. Est-ce qu'on ne pourra pas faire une collab avec une marque qui fait des trucs pas éco-responsables, ou en tout cas éthiques, ça marchait pas, tu vois. Même si tu avais des opportunités qui auraient pu nous faire grandir peut-être beaucoup plus vite, on ne l'a pas fait parce qu'on est resté, tu vois, aligné. Mais après, ça veut pas dire que je suis d'accord aussi avec ce que disait Nicolas tout à l'heure. Une marque, c'est vivant. Pas parce que t'as fait ce choix-là cette année que 5 ans après, tu vas pas le faire. C'est juste que ta marque, elle évolue. Et il y a ça aussi, à ce prisme un peu de au sein de la direction, ouais, mais on a une plateforme de marque, en fait, mais les gars, c'est quand vous voulez la faire? C'était il y a 5 ans. Je sais, bah ouais, mais à 5 ans, le marché, il a changé, hein. Il faut la faire évoluer un peu tous les ans, il faut revoir ses personas, sa psychologie de persona, la mission évolue, peut-être que la purpose aussi évolue, etc., etc. Et en fait, c'est pas, j'ai fait le job une fois et c'est bon pour les 5 prochaines années. Il faut aussi toujours avoir quelqu'un en interne qui porte ça. Souvent le CMO ou un brand manager, ou vraiment qui est sensible à l'impact de la marque pour le faire vivre et le faire évoluer. Un bon exemple de ça, c'est quand même les fast-food. Les fast-food qui, il y a quelques années, n'auraient jamais fait de veggie, par exemple. Ouais. Et aujourd'hui, ça devient un élément phare de leur offre, quand même. Ouais. D'ailleurs, j'en avais parlé ça avec Romain de La Vie il y a quelques mois, qui me racontait comment en fait il y avait une demande en fait de ce côté-là effectivement, et lui il s'était dit, je n'avais pas spécialement targeté en fait ce genre de marché-là, mais il s'est dit s'il y a une demande et qu'en fait notre truc correspond, why not y aller, parce qu'en fait eux leur boulot c'est vraiment d'essayer d'évangéliser un peu cette pratique de consommation-là de la manière la plus quali et la plus goûtus qui soit, entre guillemets, quoi, si je résume un peu j'espère que je travestis pas trop sa pensée. Mais en tout cas, il y avait un peu cette approche aussi qui était intéressante. Juste pour terminer, je voulais vous demander, là, en une phrase,
Peut-être Nico, si tu veux, mais ce serait quoi le message que tu voudrais qu'un responsable marketing, un CMO, un leader marketing, peu importe le nom, retienne un peu sur comment on arrive à montrer que la marque, c'est un vrai asset business, stratégique. Ce serait quoi le truc que tu voudrais que la personne retienne? Ah bah, pour moi, enfin, on en revient au sujet où je parlais de création de demande, mais ton job via la marque, c'est de faire en sorte que tu es dans la tête de ton consommateur potentiel au moment où il a besoin de passer à l'acte d'achat. Point. Mm. Et à partir de ce moment-là, si tu as compris ça et que tu es capable de le traiter, et c'est valable en B2B, en B2C, peu importe le secteur, c'est important. Mais de le faire de manière suffisamment appliquée à ton secteur. Tu vas pas le faire de la même manière quand tu es en FMCG et que tu vends du Red Bull, du Coca, que quand tu vends des bagnoles, parce qu'en fait, il y a un enjeu de cette fameuse mental availability dont on parle beaucoup, qui est différent. Donc c'est vraiment ça que je dirais. Ouais. Sophie, c'est quoi ta vision là-dessus? Oh bah, ça va pas être très différent. Il l'a très bien dit. Pour moi, c'est évidemment créer de la préférence de marque. Donc, te faire préférer, c'est au-delà de la notoriété, en fait. C'est vraiment faire en sorte que tu sois toi qui soit choisi parmi tous tes concurrents. Et Florian, si tu as un message là, que tu voudrais le message que je porte, c'est le même que Nicolas, grosso modo, sur ça. Et moi, je dis souvent aussi, une marque, plus elle est forte, plus elle simplifie, et puis elle joue un rôle mental clair dans la tête des gens. Donc ça revient à ce côté mental availability, où en fait, plus vous allez loin dans la marque, plus vous la simplifiez, plus vous créez un asset, et plus vous créez aussi des barrières un peu à l'entrée pour un marché, même si, parce que demain, on peut copier votre produit, votre service, mais en fait, tout ce qui est autour, et ce fameux halo de marque, dont on parle aussi régulièrement, il est clé, en fait, c'est investir aussi sur son avenir et construire son avenir plus sereinement. Ouais, et pour renchérir sur ce que vous venez de dire, moi, il y a 3 trucs que je note, j'ai noté un peu, et que je note dans nos échanges, c'est que, je pense que toute cette partie marque, en fait, c'est pas juste une exception, ce qu'on traite une fois de temps en temps, c'est une espèce de laboratoire permanent, en fait, plus ou moins. Et lié à ça, c'est qu'en fait, ce que moi, parfois, j'essaye d'imprimer, c'est que la marque, c'est pas juste un budget market, en fait, c'est vraiment juste une stratégie d'entreprise et qui doit dépasser le marketing. Ça, c'est rare, c'est pas toujours facile à pointer, mais je pense que c'est un argument important. Et le dernier truc, et je pense que c'est le truc que Florian va peut-être retenir le plus, c'est qu'en fait, dit le plus, pardon, aux gens qui rencontrent, c'est que on est souvent aussi en train de se dire mince, il fallait que j'investisse il y a 3 ans pour voir les résultats aujourd'hui. Non, ok, commence par investir là, maintenant, aujourd'hui pour voir les résultats dans 2 ans et arrête d'attendre, quoi. Merci à tous les 3 pour cet échange. En vrai, comme on l'a vu, évidemment, il n'y a aucune marque aujourd'hui qui s'en sort, qui vend juste des produits ou des services. On vend une vision. Et je pense qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels on l'a compris. On a parlé des DNVB, on a parlé de certaines marques de retail ou du luxe qui ont bien compris ça, et qui ont bien compris aussi que ça peut aussi être une question de survie en période troublée. Moi, la question que j'ai pour tous les autres marchés et secteurs, c'est est-ce que vous allez attendre d'être commoditisé pour vous réveiller ou est-ce que vous allez apprendre de ceux qui sont passés par là pour bouger avant qu'il soit trop tard? C'était Futur Proche, le podcast. Merci Sophie, merci Nicolas, merci Florian. Merci pour cet échange. L'épisode est dispo partout en audio, en vidéo sur YouTube. C'est peut-être là que vous nous regardez. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Au revoir. Salut à tous.